les cœurs de fer s'effondrent en une fraction de seconde. Il faut imaginer un objet qui a la taille de la Lune, c'est composé de fer, et à un millième de seconde, ça se réduit à la taille de l'Everest. Et ça, c'est composé de neutrons maintenant. Il y a une protoétoile à neutrons. C'est un objet extrêmement compact. Et justement, une étoile à neutrons tourne très vite autour de lui. C'est hallucinant quand même d'imaginer une telle sphère tourner 1000 fois par seconde. C'est impossible de s'imaginer. C'est extraordinaire. Que se passerait-il si une étoile venait à exploser en supernova dans une distance relativement proche de nous ? Merci d'avoir accepté notre invitation dans Planétarium. Bonjour Sylvain. Bonjour Tristan. Tristan Auvet, journaliste scientifique au Figaro, fidèle au poste. Bonjour. Nicolas Prantzos, vous êtes astrophysicien à l'Institut astrophysique de Paris. Vous êtes un spécialiste de la fin de vie des étoiles, et notamment des étoiles les plus massives quand elles se transforment en supernova. Nicolas Prantzos, parmi tous les phénomènes que vous étudiez dans l'univers, est-ce qu'il y en a de plus impressionnant que les supernovas ? Bon, vous avez le droit de dire oui. Tout dépend. Le supernova, c'est l'explosion d'une étoile à la fin de sa vie. Mais il y a des explosions encore plus remarquables qui dégagent encore plus d'énergie qu'une supernova. C'est ce qu'on appelle les sursauts gamma. Mais pour arriver là, il faut parler un peu de la vie des étoiles avant de parler de leur mort. Eh bien, allons-y. Donc, la vie et la mort des étoiles dépendent beaucoup. C'est le facteur, s'il faut retenir un facteur, c'est leur masse. Combien elles sont grosses, combien de masse elles ont, les étoiles. Et là-dessus, la plupart des étoiles sont, comme notre Soleil, ils sont des petites masses. C'est-à-dire toutes les étoiles qu'on voit autour de nous, dans leur grande majorité, sont des petites masses. Petite masse, ça veut dire, à la limite, quelques fois la masse du Soleil, 2, 3, 4 fois, et plus petite aussi. Jusqu'à 1/10. Notre étoile la plus proche, qui s'appelle Proxima de Centaure, a 1/10 de la masse du Soleil. C'est la limite inférieure de ce que ça peut être une étoile. En dessous, vous n'avez plus des étoiles, vous avez ce qu'on appelle des naines brunes. Naine brune, c'est un objet qui est trop petit pour qu'il puisse allumer les réactions nucléaires de combustion d'hydrogène. Parce qu'une étoile, au début de sa vie, et pendant la plus longue partie de sa vie, brûle de l'hydrogène. Et ces étoiles ne peuvent pas brûler l'hydrogène. En revanche, les étoiles plus massives que 10 fois la masse du Soleil vivent beaucoup moins longtemps. Ils vivent quelques 10 millions d'années en gros. La vie d'une étoile, c'est une lutte permanente. C'est une lutte entre deux forces. La force de la gravité, qui essaye de le comprimer un maximum. La gravité est toujours attractive. Et c'est la gravité qui a contribué à la formation de l'étoile déjà, pour commencer, parce qu'au départ, il y avait un nuage de gaz, surtout de l'hydrogène. Donc la gravité les compresse, mais à un moment, ça s'arrête. Quand la pression, parce que l'étoile, quand vous comprimez quelque chose, ça s'échauffe, et la chaleur dégage, ça contribue à la pression du gaz. Et là, ça s'arrête. Et ça commence à brûler son hydrogène, brûler dans le sens nucléaire. Il y a des réactions nucléaires, des fusions de l'hydrogène qui dégagent beaucoup d'énergie. Et cette énergie-là permet à l'étoile de vivre très longtemps. Plusieurs milliards d'années pour les petites étoiles dont on a parlé, quelques millions d'années pour les grosses étoiles parce qu'elles brillent beaucoup trop. Ils dépensent leur énergie de manière excessive. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à brûler, à vivre trop longtemps. Et donc les grosses étoiles parviennent après l'hydrogène, qu'est-ce qu'il se passe? Parce que l'hydrogène va s'épuiser au sein de l'étoile. Mais l'hydrogène se transforme en hélium, c'est un élément un peu plus lourd. L'étoile commence à brûler ses nouveaux combustibles. L'étoile essaye de résister. Bon, c'est des images anthropomorphiques, l'étoile ne sent rien. Mais on pourrait dire que l'étoile essaye de résister à cette pression de la gravité. Et pour cela, il dépense toutes ses ressources énergétiques, tout ce qu'elle a. Donc après l'hydrogène, il brûle l'hélium, après l'hélium, le carbone, et ainsi de suite. Mais il arrive à la fin de sa vie à développer un cœur, parce que tout ça se passe au cœur de l'étoile, là où la température est plus forte. Il brûle des éléments et il fait un cœur de fer. Fer, c'est un élément lourd et il a la propriété d'être le plus stable des éléments. Donc, il est impossible de brûler le fer. Le fer, si vous faites fusionner des noyaux de fer, vous ne récupérez pas de l'énergie. Vous devez lui donner de l'énergie pour qu'il puisse fusionner.
Et donc, ça veut dire en gros que l'étoile a épuisé toutes ses ressources nucléaires. Elle a consommé tout ce qu'elle a. La gravité l'emporte, voilà, c'est ça. Il est arrivé à la fin de la lutte. Et la gravité l'emporte et les cœurs de fer s'effondrent maintenant. À partir de là, il se passe un nombre incroyable de processus physiques qu'il serait trop compliqué de résumer. Et ça a pris des décennies aux physiciens de comprendre tout ça en détail, et même aujourd'hui, on n'a pas tous les détails. Il y a quelques groupes dans le monde qui sont capables de faire ces calculs, qui durent des mois sur les plus gros ordinateurs. Et les cœurs de fer s'effondrent en une fraction de seconde. Il faut imaginer un noyau de fer, un objet qui a la taille de la Lune, en gros. La Lune, c'est plus petite que la Terre. Donc la taille de la Lune, et à un millième de seconde, ça se réduit à la taille d'Everest. Rien du tout. C'est fantastique, ça veut dire qu'elle a vécu pendant des millions d'années, à une fraction de seconde, alors ça se réduit à la taille d'Everest. Et ça, c'est composé de neutrons maintenant, parce que les noyaux de fer sont tellement comprimés, il n'y a plus d'espace, ils sont dilués à leurs particules protons et neutrons. Donc, il y a une protoétoile à neutrons. C'est un objet extrêmement compact. Une étoile à neutrons, c'est une sphère qui fait la taille du mont Everest, mais qui a la masse du Soleil. Vous imaginez combien c'est compact, imaginez de compacter. Le Soleil, c'est 300 000 fois plus gros que la Terre. Et toute cette masse, il faut l'imaginer dans les volumes d'Everest. C'est énorme. Si on prend une cuillère de cette matière-là, ça pèse des milliards de tonnes. Et la suite est soit ces cœurs de fer à une masse au-delà de certaines limites, et là ça continue et ça fait un trou noir, soit il reste comme une étoile à neutrons. Il y a une énergie considérable qui est libérée pendant ce processus d'effondrement. C'est de l'énergie gravitationnelle. C'est un peu la même sorte d'énergie qu'on récupère dans les centrales hydroélectriques. Vous savez, il y a de l'eau qui tombe d'une certaine hauteur et on récupère cette énergie. C'est de l'énergie dynamique qui se transforme en énergie cinétique et ça fait tourner les moulins, ça fait tourner des centrales hydroélectriques, etc. Et là, c'est une colossale quantité d'énergie gravitationnelle qui est libérée. Et il y a un rebond qui revient en arrière et qui pousse les couches externes de l'étoile qui se répandent dans les milieux interstellaires. Et ça s'appelle une supernova. C'est la mort explosive d'une étoile qui libère une énergie autant que le Soleil brûle en 1 milliard d'années. Ça, c'est libéré dans un petit espace, quelques heures, disons. C'est l'énergie d'une supernova. On dit que les supernovas sont à l'origine de la diversité de la matière dans l'univers. Alors, pourquoi? Exactement. Parce que la très grande majorité de la matière dans l'univers se trouve sous des formes des éléments les plus simples, l'hydrogène et l'hélium. C'est les éléments qui sont sortis du Big Bang. Cette explosion originale qui a donné naissance à notre univers, c'est ce qu'on pense aujourd'hui. Et au sein des étoiles, les réactions nucléaires qu'on vient de décrire contribuent à complexifier la matière. C'est-à-dire, de l'hydrogène, on a dit qu'on passe à l'hélium, qui est un peu... L'hydrogène a un proton seulement dans son noyau. L'hélium, ça fait 2 protons, 2 neutrons. Et ensuite, l'hélium fait du carbone, ça fait 6 protons, 6 neutrons, ainsi de suite jusqu'au fer, et même au-delà, parce que les réactions d'explosion du fer, etc., ça font encore d'autres éléments, beaucoup plus lourds que le fer. Et donc, cette lutte de l'étoile pour survivre, en brûlant ce combustible de manière nucléaire, contribue à complexifier la matière, à former des noyaux de plus en plus lourds. Maintenant, si toute l'étoile s'effondre pour former un trou noir, rien de tout ça ne sortirait pas. Mais le fait que l'étoile explose, il répand cette matière dans les milieux interstellaires, ça veut dire qu'elle contribue à l'enrichissement des milieux interstellaires par des noyaux complexes. Bon, l'oxygène, le silicium, le carbone, etc. Et bien plus tard, quand cette matière est répandue, mélangée avec l'hydrogène initial, elle se refroidit et elle peut former de nouvelles étoiles, de nouvelles générations d'étoiles. C'est comme ça que notre Soleil a été formé il y a 4 milliards d'années. C'est-à-dire qu'il a été formé par un milieu gazeux qui a été enrichi par des générations préalables des étoiles. Et s'il y a ces matériaux lourds, ils peuvent former autour de l'étoile des planètes aussi. Donc on pourrait dire que la mort
d'une étoile est indispensable à ce que la vie puisse éclore quelque part ultérieurement. Il y a deux phénomènes qui sont super importants. C'est l'énergie gravitationnelle qui va permettre de former tous les éléments plus lourds que le fer, comme l'expliquait Nicolas. Et la deuxième chose, c'est l'explosion qui va permettre de répandre cette manière dans tout l'univers. Et quand on voit des simulations d'univers, on voit très bien, on modélise les supernovas, qui sont un terme important parce que ça régule aussi la formation d'étoiles. Enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on voit ces bulles de gaz qui vraiment, sur les milliards d'années d'existence de l'univers, grossissent, deviennent vraiment gigantesques, et donc du coup vraiment ensemencent l'univers en éléments lourds. Et l'autre élément que je voulais aborder, c'est sur la quantité de lumière qui est émise par une supernova. C'est dur d'imaginer à quel point c'est énergétique. Il y a une image que j'aime bien, c'est Randall Munroe qui a fait ce calcul, qui est un dessinateur et physicien américain. Il prend cette image. Si le Soleil se transformait en supernova aujourd'hui, c'est pas possible, il est trop petit, mais imaginez qu'il y ait une supernova à la place du Soleil et que vous le regardez depuis la Terre. Ce serait plus lumineux qu'une bombe H placée devant votre rétine qui exploserait. La supernova est plusieurs facteurs de fois plus lumineux qu'une bombe H qui exploserait devant votre œil. Voilà, ça donne un peu une idée de à quel point c'est un événement énergétique. Oui, une autre image, c'est qu'une supernova émet autant d'énergie qu'une petite galaxie. Pas notre galaxie qui fait 100-200 milliards d'étoiles, mais une petite galaxie de 10 milliards d'étoiles, en gros. C'est très énergétique. On va se faire d'exemples de supernova, je ne sais pas si vous le... le 1604, oui. Ah, vous la reconnaissez? C'était celle découverte par Kepler. Exactement. En 1604, l'image, bien évidemment, ne date pas de 1604, c'est-à-dire que c'est un phénomène qu'on peut observer longuement dans le temps. Et alors, ce qu'on voit, c'est ce que le grand public connaît le plus des supernovas. Ces nuages que vous décriviez, Tristan, magnifiques, colorés, qui se répandent majestueusement dans l'univers. On appelle ça un rémanent. Un rémanent de supernova. Qu'est-ce que c'est un rémanent? C'est qui reste de la supernova une fois l'explosion faite. Ça reste pendant longtemps, mais ça s'est dilué. Au temps de Kepler, on voyait un point. Kepler avait un point. C'est pas parce qu'il n'avait pas un télescope très grand comme nous. Même s'il avait un télescope, ce serait un point au temps de l'explosion. Mais cette explosion se propage dans les milieux interstellaires. Ça se dilue, bien sûr. Plus elle se propage, plus elle se mélange, plus l'émission devient faible. Et dans quelques dizaines de milliers d'années, on ne verra rien. Parce qu'on a la chance aujourd'hui, avec nos télescopes, de voir plein de rémanents de supernovae. Ça, c'est un rémanent jeune. Et tout aussi jeune est le rémanent de l'explosion de Crabbe, qui s'est fait en 1000 quelques après Jésus-Christ. Et ça, c'est des rémanents, on le voit très bien. Ils sont assez compacts encore. Mais on voit aussi des rémanents d'autres explosions qui sont beaucoup, beaucoup plus anciens. Par exemple, le rémanent de l'explosion de la voile, de la supernova de la voile, qui date d'il y a 11 000 ans environ. Là, ça, c'est le Crabbe, effectivement. C'est superbe. C'est une des images les plus marquantes de l'astronomie. C'est une très belle image. Et celle de la voile, en revanche, elle est beaucoup, beaucoup plus diluée. On voit les étoiles à travers. Et donc, on sait que c'est comme ça que ça se passe. Donc, dans ces rémanents, il se trouve plein de noyaux lourds, que ce soit du fer, du silicium, d'oxygène, etc., beaucoup plus que dans l'espace aux alentours. Mais petit à petit, cette matière-là, qui est riche en éléments lourds, va se diluer dans le reste, va se refroidir, parce que là, c'est encore très chaud. Elle va se refroidir et, comme on a dit tout à l'heure, il va donner naissance à d'autres étoiles et d'autres systèmes planétaires autour de ces étoiles. Et c'est ainsi que notre Terre a été formée il y a 4 milliards d'années et demie. Si on revient un petit peu sur SN 1604, Kepler, à l'époque, lui, il a vu l'explosion en direct? Ah ben bien sûr, mais en direct. Maintenant, il faut tenir compte aussi du fait que cette supernova se trouve à quelques milliers d'années-lumière. Ça veut dire que l'explosion a été faite quelques milliers d'années en réalité avant que Kepler ne l'observe. Ouais, ça, c'est aussi une des caractéristiques incroyables des supernovas, c'est qu'elles nous font
voyager dans le temps de manière spectaculaire. Ah oui, de manière spectaculaire. Après, ce serait formidable qu'il ait vu l'étoile apparaître au moment où elle est apparue. Je ne sais pas quelle était la configuration pour Kepler. Il y a peu de chances que ce soit le cas. Mais en tout cas, d'un jour à l'autre, d'un soir à l'autre, il a vu d'un coup apparaître dans le ciel une nouvelle étoile. Très brillante. Plus brillante pour le moment que toutes les autres. Et qui reste. C'est d'ailleurs le nom supernova. Ça veut dire. C'est nova, c'était le nom qui était donné à l'époque. On a appelé ça supernova ensuite. Mais nova, c'était l'idée qu'il y avait une nouvelle étoile. Donc il pensait d'ailleurs à l'époque que c'était une étoile qui venait de s'allumer. Voilà. Il ne pensait pas que c'était une étoile qui avait explosé. On l'a découvert bien plus tard. D'où ce nom qui est resté de supernova. Et après, elle est restée quelques jours très très lumineuse. Et puis assez rapidement, elle disparaît. En fait, l'explosion, la partie la plus lumineuse de l'explosion ne dure pas dans le temps extrêmement longtemps. Ça ne dure pas des années. Ça doit durer quelques jours. Peut-être, on a l'exemple en 87, je ne sais plus combien, ça a duré 1 semaine ou 2 semaines, où on la voit, puis après ça diminue. Et après, ça disparaît. Et le rémanent n'est accessible qu'avec des appareils extrêmement modernes. Et l'autre chose qui est amusante, c'est que là-dedans se cache un objet qu'on ne voit pas, mais forcément très dense, une étoile à neutrons ou un trou noir. Je ne connais pas assez, moi, les caractéristiques des supernovas, du coup, de savoir ce qu'on estime qu'il y a au sein de... On sait s'il y a une étoile à neutrons. Une étoile à neutrons, oui. Ah ben on l'a observé, on l'a trouvé, l'étoile à neutrons. Oui, c'est un pulsar. C'est le 3e pulsar, je crois, ou le 2e ou le 3e qu'on a découvert dans les années 60. J'aimerais dire juste une petite parenthèse concernant ces supernovae historiques. Kepler était l'étudiant de Tycho Brahe, c'était notre astronome danois. Et Tycho Brahe a aussi observé une supernova en 1572, je crois. Et c'était une des raisons pour lesquelles qui ont contribué à abandonner le système d'Aristote. C'était très convaincant parce que ça voudrait dire que là-haut, il s'est passé des choses. Ça s'est passé avant les découvertes de Galilée. Galilée a utilisé les télescopes à partir de 1600. Et il a découvert, bien sûr, les taches du Soleil et les satellites de Jupiter, etc., qui allaient contre le système d'Aristote. Mais bien avant, 30 ans, 40 ans avant, c'était la découverte d'une supernova par Tycho Brahe. On la voit ici, celle de... Voilà. 1572. Et ça, c'était un indice qu'il s'est passé là-haut des choses. Ce n'était pas comme Aristote qui pensait qu'il ne se passe rien, que tout est éternel. Là, c'était un changement. Et voilà, c'est très important, donc, la découverte de ces supernovae pour le changement de paradigme. Et alors, ce qu'il faut expliquer, là, on regarde celle du nuage de Magellan, on la voit distinctement, en tout cas au télescope, mais elle a lieu tellement loin, elle a lieu dans une autre galaxie. On la voit malgré ça. Ah oui, oui, oui. Il y a une histoire très intéressante là-dessus parce qu'elle a été découverte en 1987, le 23 février, et ça a ému la communauté astronomique, et plus que ça, parce que ça a fait la couverture de Time Magazine. C'était un événement exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'elle était la première supernova si proche de nous. Les nuages de Magellan sont les galaxies les plus proches de la Voie lactée. Il y en a 2, et les grands et les petits. On les appelle les nuages de Magellan parce que la première fois que les Européens les ont vus, c'était quand Magellan a fait son périple de la Terre. Il a passé par l'hémisphère sud, et donc il les a trouvés, parce qu'on ne les voit pas du nord, de l'hémisphère nord de nous. Ils sont seulement visibles de l'hémisphère sud. Et donc dans cette galaxie, on a vu à l'œil nu. C'était la première supernova vue à l'œil nu depuis le temps de Kepler. Et il était vu à l'œil nu parce qu'il était relativement proche. Mais proche, tout est relatif, c'est à 150 000 années-lumière de la Terre. Ça veut dire qu'elle a explosé il y a 150 000 ans. Et la lumière a mis autant de temps pour venir jusqu'ici. Mais contrairement à Kepler, quand elle a explosé, on avait tous les moyens d'observation à notre disposition, des satellites, des télescopes au sol, etc. On l'a observé dans toutes les longueurs d'onde. On a appris énormément de choses. Cet événement tout seul nous a appris bien plus de choses sur les supernovae que toutes les observations antérieures. Et c'est pour ça qu'il était un événement ultra important. Moi, j'avais la chance d'être... j'avais fini ma thèse à l'époque, et j'ai travaillé un peu là-dessus, surtout sur la nucléosynthèse explosive, ce qui se passe lors de l'explosion. Et on a appris beaucoup de choses là-dessus. Et on a même trouvé ce qu'il y avait au centre, ce qui restait, en gros, de l'explosion de cette supernova, et celle de 1987. C'est une étoile à neutrons.
Oui, Oui. très probablement, c'est une étoile à neutrons, oui. On l'a observé récemment, ça a été confirmé récemment, je sais plus, il y a quelques années, il y a peut-être Voilà. 2 ans. En tout cas, on l'a découvert, on a pu confirmer quand même, parce que l'idée, effectivement, comme la masse de l'étoile, parce qu'en gros, les étoiles qui sont plus massives que 25 masses solaires donnent lieu à des trous noirs, c'est ce qu'on pense. Mais entre 10 et 25 masses solaires, ça fait plutôt des étoiles à neutrons. Et une des raisons pour laquelle c'était très important, c'est que on avait, les nuages de Magellan est photographié très souvent, depuis des lustres. Et donc, on avait des plaques photo, des images sur des plaques photo de l'environnement avant l'explosion. Et une fois que l'explosion a été faite, et la lumière petit à petit est partie de l'explosion, elle a été réduite, on a comparé et on a vu quelle étoile manquait à l'appel. Et donc, on connaissait les propriétés de cette étoile, c'était une étoile qui avait entre 15 et 20 masses solaires. Donc, en toute probabilité, c'était une étoile à neutrons. On s'attendait à trouver une étoile à neutrons. Sauf que pendant plusieurs décennies, c'était pas facile de la voir. Une étoile à neutrons, bon, on la voit quand c'est très proche. Mais là, à cette distance, c'était pas évident. Et maintenant, comme Tristan vient de le dire, oui, on a trouvé, on a confirmé que c'était une étoile à neutrons, plutôt. Et justement, une étoile à neutrons tourne très vite autour de lui. C'est hallucinant quand même d'imaginer que vous avez une sphère, la taille d'une montagne, qui peut tourner plusieurs fois, ou plusieurs dizaines ou centaines de fois par seconde autour d'elle-même. Imaginez une telle sphère tourner 1000 fois par seconde. C'est extraordinaire. C'est impossible de s'imaginer. C'est très difficile de s'imaginer. Ah oui. Voilà, c'est ça une étoile à neutrons. Et comme elle émet des rayonnements, c'est un peu comme un phare quand même. Un phare, c'est quelque chose qui tourne aussi. Voilà. Donc, elle émet des rayonnements dans une direction et c'est pour ça qu'on les a appelés pulsars quand on les a découverts. Et ça, on en a observé beaucoup, pas beaucoup? Des pulsars dans la Voie lactée, ah oui, on connaît des centaines. Okay. Oui, depuis, tout à fait. Alors, vous avez tous les deux témoigné de la puissance phénoménale de ces explosions. Que se passerait-il si une étoile venait à exploser en supernova dans une distance relativement proche de nous? Que se passerait-il si elles explosaient plus proche de notre système solaire? Alors, tout dépend de la distance. Bon, il est évident que si vous placez une supernova à la place du Soleil... Oui, on allait jusque-là, mais à quelques années-lumière, disons. Voilà, la question est là. D'ailleurs, comme on l'a dit, heureusement, les distances entre étoiles dans la Voie lactée sont très grandes quand même. Les étoiles, on les voit comme des points lumineux. Et les étoiles proches, les plus proches, sont à quelques années-lumière. OK. Donc il faut partir de là quand même. Il y a une limite. On ne s'attend pas à voir une supernova, je ne sais pas, à la distance de Pluton même, ou à la distance des nuages de comètes qui entourent la Terre. Non, c'est bien plus loin. Et en plus, on a dit que c'est les étoiles massives qui explosent. L'énorme majorité des étoiles sont petites, comme le Soleil. Elles n'explosent pas. Les massives, c'est une étoile sur 100 ou sur 1000, en gros. Ce qui veut dire que leurs distances sont encore plus grandes que les distances de quelques années-lumière. C'est des dizaines d'années-lumière. Dans les meilleurs des cas, une supernova, par exemple, on pense qu'il y aura une supernova qui va exploser d'ici quelques centaines ou milliers d'années. C'est Bételgeuse, mais se trouve à plusieurs centaines d'années-lumière de la Terre. À ces distances-là, ils sont inoffensifs. Alors, à partir de... Maintenant, on peut faire des calculs théoriques pour évaluer, compte tenu de la connaissance, notre connaissance de l'énergie des supernovae, à partir de quelle distance il devient dangereuse. Et la réponse, c'est à partir d'une vingtaine d'années-lumière, en gros. Vingtaine d'années-lumière, il n'y a pas des étoiles massives aujourd'hui autour de nous. Alors, qu'est-ce qui se passe quand même? Parce qu'ils sont dangereuses, pourquoi? Ce n'est pas tellement la lumière qui est éblouissante, bien sûr, qui est dangereuse. C'est le fait qu'ils émettent des rayonnements ionisants, comme on dit, des rayonnements de haute énergie. Les rayons de haute énergie ont en effet, ils peuvent ioniser les atomes. Ioniser, ça veut dire arracher les électrons qui sont autour des atomes. Alors, si on a une supernova qui se trouve plus près qu'une vingtaine d'années-lumière, et il y a une explosion, ces rayonnements qu'il va émettre vont tomber sur l'atmosphère de la Terre et ils vont enlever des électrons, des atomes de carbone et d'oxygène, et du coup, il peut y avoir des réactions chimiques. Et ces réactions chimiques vont produire
des oxydes d'azote, comme on dit, qui vont monter dans l'atmosphère et qui vont réagir avec la couche de l'ozone. Et vous savez que notre vie sur Terre dépend beaucoup de la couche de l'ozone qui nous entoure. Parce que c'est cette couche-là qui nous protège des rayonnements dangereux du Soleil, des rayonnements ultraviolets. Et donc, si la couche de l'ozone disparaît, alors on sera très sensible à l'ultraviolet du Soleil. La vie sur Terre sera mise en danger à cause du Soleil et non pas de la supernova elle-même. La supernova aura un effet très indirect. Ce sera parce qu'il va détruire la couche de l'ozone, en gros. Maintenant, bien sûr, si on la met très près, encore beaucoup plus près, ce sera l'énergie directe de la supernova qui va nous griller. Mais ça, c'est totalement improbable. Merci beaucoup, Nicolas Pronzos, pour vos explications. Je vous remercie. Merci, Tristan V, Merci. le journaliste scientifique au Figaro. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Allez, à très vite pour le prochain numéro de Planétarium.